D'abord, il y a les 3 mousquetaires. Ils étaient 4. Tous pour un pour tous, les gardes du corps du général sont restés à son service jusqu'à sa mort. Pourtant reconnaissables et dignes du film d'Audiard, les tontons flingueurs, ils arboraient très souvent leurs lunettes noires. Il y avait Henri Djouder, le kabyle combattant de la France libre, Paul Comiti, le patron, dit le Corse, commando de marine résistant, Roger Tissier, le catcheur, Raymond Sassia, le tireur d'élite. Partout. Vous voyez, c'est typique, là. Bon, le général est là, regardez. Je suis là, Comiti est là, Djouder est là, et l'autre est là juste devant. Mais vous voyez, il est là. Nous sommes dans les années 50. Roger Tessier est l'un des 4 gorilles du général de Gaulle. Pendant 23 ans, il va le suivre à la trace, à moins d'1 mètre, dans le monde entier. Choisis par André Malraux, alors ministre d'État, les 4 gorilles seront chargés de la sécurité du général lors de ses nombreux déplacements. Pas moins de 20 tentatives d'attentats furent déjouées dans les années 60. Les mousquetaires devaient aussi établir un véritable rempart entre lui et la foule où le général adorait s'immerger. Il ne touchait que très rarement les bouquets qui lui étaient offerts. Les gorilles devaient continuellement veiller à ce qu'il ne chute pas, car le général était très myope sans ses lunettes, avec lesquelles il n'aimait pas être photographié. Il était difficile à garder parce qu'il gigotait, il rentrait dans la foule. Nous étions collés au général, complètement collés au général, nous étions que 4. Mais le général nous supportait, mais il n'aimait pas être gardé. Quelle était votre angoisse permanente? Sa vie. Sa vie, bien sûr, sa vie. Il n'y a qu'une chose qu'on pouvait difficilement éviter, et on craignait, c'est qu'il soit, en serrant des mains, qu'il soit piqué avec une piqûre de curare. Le chauffeur du président n'est pas en reste, lui aussi. Francis Maroux, ancien résistant maréchal des logis dans la gendarmerie, est nommé en remerciement de ses actes de bravoure chauffeur attitré du général de Gaulle. Cet homme, très discret et très peu médiatique, jouera un grand rôle dans la sécurité du président. Plus concrètement, il échappera de la mort au cours des 2 attentats contre sa DS-21 et son occupant. Le 8 septembre 1961, à Nogent-sur-Seine, une violente explosion projette la Citroën de l'autre côté de la route par 43 kg de plastique et 20 litres de napalm. Francis Maroux rétablira la trajectoire de son véhicule et foncera pour mettre à l'abri le président de la République plusieurs kilomètres plus loin. Le 22 août 1962, vers 20h, au rond-point du Petit Clamart, le convoi est pris pour cible. Une 12aine d'hommes sont mobilisés pour tuer le président. 187 balles sont tirées, dont 14 atteignent la DS-19. Que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles. Mais l'attentat, si inutile qu'il ait été, aura plus hautement que jamais montré l'odieux d'un terrorisme insensé qui ne peut se réclamer que du crime. Malgré les pneus avant crevés, Maroux rétrograde et réaccélère. Il ne sera pas rattrapé par les 4 véhicules des assaillants. Francis Maroux a été décoré de la Légion d'honneur à titre militaire pour ses actions de résistance, mais surtout pour son travail au service du président de la République. D'après les archives des renseignements généraux de l'époque, environ 1200 CRS étaient mobilisés lors de son déplacement, sans compter les agents de la police judiciaire, de la gendarmerie, des pompiers et des secouristes des villes traversées. Durant plusieurs mois, avant la visite présidentielle, des enquêtes étaient menées auprès de possibles activistes du moment. Extrême droite, OAS, anciens officiers militaires d'Algérie, poujadistes, syndicalistes et même d'élus d'opposition. Le maire d'Angoulême, Thébault, pourtant centre droit, mais très critique avec le gaullisme, MRP, possédait sa fiche de renseignement. Pour les officiers surtout, il y avait un problème. On leur avait demandé de se battre pour l'Algérie française. Tout d'un coup, on leur demandait de faire un virage à 180 degrés. Ça n'a pas été simple. Alors, pour certains officiers, ils ont préféré démissionner, et d'autres sont entrés en rébellion. Donc, ça donne l'OAS. Alors, nous, en Charente, on avait la particularité que Léon Jouot est charentais. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de familles
amis, pas apparentés, etc., en Charente, et qui ont versé dans l'OAS. Il y a aussi une autre protection qui était sûrement très efficace, c'était celle qui consistait 2 ou 3 jours avant la venue du président d'envoyer en vacances des indésirables ou des opposants au régime. Et ça se faisait à Angoulême comme ailleurs. Des membres, des sympathisants par exemple de l'OAS? De l'OAS, oui. Pétainistes? Exactement. Le matin de l'événement, vers 4 heures, toutes les fiches des hôtels, pensions, garnis, environ 60 établissements sur Angoulême étaient vérifiées afin de contrôler la population flottante et visiteurs indésirables. 2 lettres anonymes ont été adressées aux maires de Cognac et Angoulême. Des tracts hostiles au général ont été distribués la veille de la visite dans la ville de La Rochelle par le Parti communiste. Ceci illustre bien l'instabilité sécuritaire de cet événement. Un service spécial était formé pour garder les 60 voitures du convoi. Les éventuels cadeaux offerts au général étaient examinés et si le président avait besoin de se désaltérer, une bouteille d'eau minérale fermée était gardée en permanence par un membre des renseignements généraux. Ces derniers devaient s'efforcer d'assurer leur surveillance le plus discrètement possible. Eh bien, au moment où le général de Gaulle est arrivé à Angoulême pour faire son discours place Bouillot, en plein air, la chambre de commerce, l'élément nouveau de la chambre de commerce, la partie blanche, était en construction. Il y avait 2 grues et un nombre considérable d'ouvriers qui travaillaient sur ce chantier. On a cru à un moment qu'ils avaient été dispensés de travailler pendant la venue du général de Gaulle. Or, il y avait un nombre incalculable d'ouvriers en bleu. Renseignement pris, ce n'étaient pas des ouvriers, c'était tous des policiers. Malgré ce dispositif impressionnant, celui-ci ne semblait pas troublé par la quiétude de certains spectateurs. Ainsi, pour ne pas manquer le passage du cortège de nombreux habitants des villages traversés, s'étaient précipités sur le bord de la route, toutes affaires cessantes. À Tapona, une jeune femme avait interrompu sa mise en pli et les cheveux mouillés, une serviette éponge autour du cou, applaudissait à tout rompre. À Chasseneuil, une jeune femme debout sur le trottoir donnait le biberon à son bébé, que l'importance de l'événement ne troublait pas. Une fois le cortège passé, nous retiendrons cet instant de bonheur et de douceur d'une rencontre partagée entre le garde mobile et ce nouveau-né.